Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition de Tête à Tête avec Jean-Emmanuel, où, depuis un certain temps, on est en train de regarder l'évolution de la situation en Haïti. Et aujourd'hui, la grande question, une fois de plus, c'est à quel jeu joue la communauté internationale dans cette crise haïtienne? Évidemment, la question n'est pas nouvelle puisqu'elle revient de manière lancinante chaque fois que la situation se corse en Haïti. Mais aujourd'hui, plus que jamais, on est en droit de s'offusquer devant cette nouvelle preuve d'hypocrisie dont fait preuve les pays dits amis d'Haïti. À entendre les principaux représentants d'ambassade des pays dits amis d'Haïti, la France, le Canada, les États-Unis en tête, on est proche d'une solution, du moins dans son aspect politique, dans l'aspect politique de la crise. Quoi qu'on espère ne pas attendre que la poule ait des dents avant la mise en place de ce conseil présidentiel. Ce qui a choqué plus d'un cette semaine, c'est que parallèlement aux effets de manche pour une résolution à la crise, la valse des hélicoptères s'est accentuée en vue de l'évacuation de ressortissants étrangers. Des opérations au compte-gouttes, vous me direz, des opérations au compte-gouttes qui pourraient être interprétées comme isolées ou insignifiantes, parce que souvent les représentants et membres d'ambassades font le retrait stratégique sur la République dominicaine le temps que les choses se calment. Mais la sortie d'Ottawa est trop burlesque cette semaine pour ne pas réagir. Imaginez un peu qu'il y a en Haïti plus de 3000 ressortissants canadiens. 3029 si on en croit les registres, si on veut être un peu plus précis. Et on va évacuer une vingtaine pour des raisons de santé et autres. Et c'est la chancelière qui monte au créneau pour parler d'une opération, comme s'il s'agissait de quelque chose d'envergure. On devrait faire ça avec discrétion, puisqu'il s'agit d'une preuve de plus que l'international n'a pas l'intention d'aider les Haïtiens à reprendre le contrôle de la situation, à reprendre le contrôle du pays, livré aujourd'hui, plus que jamais, aux mains de bandits armés. J'en discute aujourd'hui en tête à tête avec Franz Voltaire. Franz Voltaire, bonjour. Bonjour Pierre-Emmanuel, bonjour aux auditrices, aux auditeurs de cette émission. Franz Voltaire, ce n'est pas la première fois que des organisations ici demandent à ce que le gouvernement canadien prenne ses responsabilités par rapport à Haïti. Qu'est-ce qui change cette fois? En fait, depuis peut-être les débuts de l'accélération de la crise, on a l'impression que le gouvernement Trudeau et de sa ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, restent un peu indécis quant à la décision à prendre d'une participation du Canada, ou d'une plus grande participation du Canada. Et donc, les organismes, c'est la coalition pour les immigrants, et cette coalition représente, je dirais, des organismes haïtiens qui interviennent soit à Montréal et ont été consultés aussi d'autres organismes et d'autres individus dans le reste du Canada. Je crois que leur position, et c'est important de le souligner, c'est de dire, écoutez, en tant que Canadien d'origine haïtienne, il faudrait une plus grande participation de, des Haïtiens, non pas seulement pour une consultation formelle, mais dont leurs points de vue ne seront pas tenus, mais de les associer avec un rôle que pourrait jouer le Canada pour la reconstruction. Parce qu'il s'agit en fait, tu l'as souligné dans ton intervention, d'institutions qui ont été détruites, de milliers de gens qui ont quitté le pays, de quartiers entiers qui ont été désolés, sans compter ce qui est les victimes de, de kidnapping, les victimes pour les femmes de viol. Donc, quelque part,
il y a un processus de reconstruction qui, qui ne peut être que sur le temps long. Donc, il ne s'agit pas simplement pour le Canada d'envoyer quelques argents, d'ailleurs, qui ne fait pas la différence. Il s'agit plutôt de que le Canada s'engage dans un processus, je dirais, à moyen terme. Et, et qu'elle s'appuie aussi sur la diaspora, comme on pourrait aussi, si nous étions en France ou si nous étions aux États-Unis, interpeller les gouvernements pour qu'il y ait une plus grande participation des Haïtiens de l'extérieur en appui aux Haïtiens qui vivent en Haïti. Donc, quelque part, ce pays a besoin d'une reconstruction et non pas d'un band-aid, parce que les problèmes que nous confrontons sont des problèmes qui ne trouveront leur solution, que ce soit la reconstruction d'un système scolaire ou d'un système de santé publique, qu'avec un appui très important. Par contre, le Canada pourrait jouer aussi un rôle auprès du gouvernement américain, par exemple, sur la question de livraison d'armes, que ce soit, ou d'équipement à la police nationale, pour renforcer certaines unités de la police nationale, celles qui ne sont pas impliquées dans la violation des droits humains, celles qui ne sont pas impliquées dans le trafic de stupéfiants ou dans l'appui aux gangs, de telle façon que ces unités seraient chargées de la sécurité du pays. Ce dont elles ont besoin, c'est des armes, des munitions et, je dirais, des équipements. Ça, c'est pour la question sécuritaire. Mais on ne résout pas la question, le problème haïtien, et on ne le réduit pas non plus à une question sécuritaire. Il faut renforcer des institutions, mettre en place un véritable conseil électoral pour que, effectivement, ce conseil électoral puisse organiser des élections transparentes, des élections régulières et qu'il n'y ait pas, je dirais, de magouille, qu'il n'y ait pas de vente ni de subvention de certains barons aux partis politiques. Il faut réguler aussi le nombre de partis politiques. Il faut mettre en place. Donc, les Avant Haïtiens de d'arriver, l'extérieur, je finis avec ça, pourraient, et surtout d'abord ceux du Canada, puisque nous sommes ici, mais les Haïtiens de l'extérieur devraient jouer un rôle d'appui à ce qui se passe en Haïti. Et ça, on l'a vu dans plusieurs pays. Là, je viens de voir après les élections sénégalaises le rôle des Sénégalais en France qui ont participé et voté, même ceux qui avaient la double nationalité, dans les élections qui ont vu le triomphe de l'opposition au Sénégal. Et donc, beaucoup affichent leur volonté d'aider à avancer dans la lutte contre la corruption, à avancer dans le renforcement des institutions au Sénégal. Je pense que là aussi, on pourrait y penser pour un rôle important pour la diaspora dans la reconstruction d'Haïti. on va revenir sur le rôle de la diaspora, mais concrètement, il y a, Franz Walter, la situation qui est en train de se détériorer, comme nous l'avons souligné tous les deux. Il y a le gouvernement canadien, j'ai entendu l'ambassadeur du Canada à Port-au-Prince, M. Giroux, évoquer l'évacuation des ressortissants canadiens. Mais en même temps, dans cette sortie des autorités canadiennes, j'ai vu qu'il n'y a rien de concrètement planifié. Parce qu'il n'y a pas de vol, comme on le sait, à Port-au-Prince. Le seul aéroport en ce moment qui soit fonctionnel, c'est l'aéroport du Cap-Haïtien. Mais en dehors de cette perspective, on a l'impression en même temps que l'ambassadeur qui sur le terrain se rend compte des difficultés, différemment de la sortie d'Ottawa, euh, dit qu'il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait une opération d'évacuation réelle, une opération d'évacuation massive. D'ailleurs, ça n'a pas commencé. Et il y a des difficultés concrètes qui rendent cette opération extrêmement difficile. Ce qu'on est en train de se dire,
au lieu d'y aller d'une opération d'évacuation qui ne semble pas non plus émouvoir grand monde, est-ce que le Canada ne ferait pas mieux euh, de s'activer pour que la situation sur le terrain trouve une solution? Oui, mais entendons-nous, Pierre-Emmanuel, le Canada n'a pas les moyens. De toute façon, le Canada n'a pas tous ses moyens. Le Canada peut venir en appui, mais le Canada n'a pas ses moyens. Il y a deux pays qui ont évacué leurs ressortissants, par hélicoptère d'ailleurs. C'est les États-Unis et la France. La France, je pense que hier et avant-hier, ont évacué à partir du lycée français par hélicoptère vers la République dominicaine. Et les Américains ont évacué les citoyens américains dont le passeport était en règle. Maintenant, pour ceux qui étaient des résidents américains, euh, c'est à travers la République dominicaine accepte ceux qui sont munis des papiers de résidence qui peuvent passer en République dominicaine par la terre, donc Bon, par les frontières terrestres. là encore, c'est une opération très partielle parce que au moment où on se parle, j'ai l'impression qu'il s'agit, que ce soit des États-Unis, que ce soit pour les États-Unis, que ce soit pour la France, qu'il s'agit surtout de personnel de ces ambassades et des membres de leur famille. Pas seulement ça, pas seulement ça. On connaît des Français qui ont été évacués directement vers la République dominicaine. Mais de toute façon, ça n'a touché que très peu de gens. Ça ne peut pas avoir, il n'y a pas un pont aérien pour évacuer les gens. Et dans le cas du Canada, je pense qu'on parle de plus de 3000 Canadiens, la Absolument. plupart ou la grande majorité d'origine haïtienne. Alors, euh, ce dont il s'agit, c'est d'évacuer ceux qui auraient des problèmes, soit de santé, soit d'autres types de problèmes, pour les évacuer en priorité. Mais euh, le problème, c'est que toute décision prise d'intervention sera le fait des États-Unis et non pas du Canada. Le Canada, d'ailleurs, avait, quand on avait suggéré que la mission internationale devrait être dirigée par le Canada avait décliné cette offre, disant que l'armée canadienne n'avait pas les moyens d'organiser une telle intervention. Bon, que l'armée canadienne est sur le front européen aussi, c'est-à-dire avec des troupes qui se trouvent en ce moment en Europe. Franz Voltaire, il y avait une table de concertation, justement, qui permettait aux organisations de la communauté, à des personnalités de la communauté haïtienne du Canada, de Montréal en particulier, d'avoir des échanges et de participer à la dynamique d'intervention du Canada en Haïti. Qu'en est-il de cette table de concertation? Est-ce que Bon, les avec il le y a gouvernement? toujours, excuse-moi, il y a toujours une table de concertation, il y a toujours des rencontres, il y a toujours différents groupes, mais ces organismes haïtiens, euh, eux, interviennent pour, je dirais, non pas simplement sur le court terme, mais aussi de penser à la question du moyen terme. C'est un peu comme tous les conflits, c'est-à-dire vous pouvez très bien euh, penser que le conflit dans l'immédiat, mais après, il va falloir effectivement reconstruire, et c'est dans ce sens qu'il faut voir de quelle forme prendra la participation de la diaspora haïtienne au Canada dans cette reconstruction. Bon, euh, tu as parlé, Franz, tout à l'heure des États-Unis qui ont les moyens d'une opération quelconque et il y a d'autres pays qui avaient exprimé leurs intérêts. On a l'impression que la perspective d'une intervention s'éloigne de plus en plus et c'est pour ça que je dis, si la situation s'aggrave au point de procéder à l'évacuation de ces ressortissants étrangers. Euh, Qu'en est-il de cette intervention? Est-ce que tu as l'impression que parallèlement à ce qui est en train de se faire au niveau des négociations politiques, il va avoir une intervention en Haïti? Écoutez, même pour avoir une intervention, moi je ne lis pas, comme je dis toujours, dans le mar de café, mais pour avoir une intervention, il y a un certain nombre de prérequis. D'abord qu'il y ait sur place ou potentiellement une autorité politique
à laquelle on se réfère. Et c'est en ce sens, à mon avis, la constitution de ce conseil présidentiel qui a du mal à se constituer, puisque l'on voit pour toutes sortes de raisons des gens démissionner, des gens, on cherche aussi à le compléter. C'est pas évident, surtout en Haïti, hein, où ce n'est pas dans les traditions politiques haïtiennes. Deuxièmement, il faut, toute force d'intervention doit préparer le terrain. C'est-à-dire, si on parlait des Kenyans, on peut penser qu'effectivement, les Kenyans ne vont pas venir comme ça en Haïti. Il y a toute une logistique à déployer, ne serait-ce que si vous avez 1000 hommes sur le terrain, il y en a 350 qui sont opérationnels. Parce qu'il y a des gens qui doivent dormir, il y a des gens qui tombent malades, il y a des gens qui appuient ceux qui sont sur le terrain. Deuxièmement, il faut des bases. Et ça ne s'improvise pas. Il faut d'abord stabiliser une zone. Et donc, quelque part, c'est quelque chose qui prend du temps. On oublie trop souvent, par exemple, cette première intervention américaine en 1994, elle n'est venue que pratiquement 3 ans après le coup d'État contre Jean-Bertrand Aristide. Donc, si intervention il doit y avoir, ça prendra un certain temps. Je ne parle pas d'une opération coup de poing pour évacuer des gens. Il n'y a pas beaucoup de gens à évacuer. Donc, la question, c'est que où en est-on aujourd'hui dans la constitution de cette mission internationale? Ce que je vois et que je pense, c'est qu'effectivement, un préalable était dans la vision américaine la constitution d'un gouvernement, puisqu'il n'y a aucune autorité légitime. On ne pouvait pas passer à la Cour de cassation, aucune institution ne fonctionnait. Donc, la pression a été de conduire les différents mouvements politiques ou particules ou petits partis ou grands partis, enfin, il n'y en a pas vraiment de très grands, à se constituer en un conseil présidentiel. Bon, on peut supposer que ça va être fait, ça va être moyennement fonctionnel, au moins en apparence. Mais après, il va falloir créer les conditions, à mon avis, s'il y avait une décision d'intervention. Mais seuls les États-Unis ont les moyens d'intervenir. Il ne faut pas non plus se leurrer. La France, on a vu l'échec de ses opérations en Afrique. On a vu que son engagement était plutôt en Europe aujourd'hui. Et donc, seuls les Américains, pour se donner une couverture, ils voudraient l'accord de plusieurs autres pays. Et ce n'est pas, dans la conjoncture actuelle, très facile à obtenir. Tu as évoqué tout à l'heure les difficultés au niveau des négociations politiques pour la mise en place concrète de ce conseil présidentiel. Mais Franz Voltaire, tu l'as dit aussi, nous n'avons pas cette tradition. Même ailleurs, c'est très difficile de faire fonctionner une coalition et déboucher sur des résultats concrets. Est-ce que là encore, ce n'est pas faire traîner la crise? Bon, ben, les gens n'ont pas écouté. Ou soit vous nommez, et qui pourrait nommer quelqu'un pour prendre en charge le pays, c'est-à-dire la désinstitutionnalisation qui s'est opérée depuis l'assassinat, ou qui s'est accélérée depuis l'assassinat de Jovenel, mais qui commence aussi avec Jovenel, et bien avant Jovenel, depuis Sweet Mickey. Donc, on se rend compte qu'effectivement, euh, il y a eu en 1957 une tentative d'un gouvernement collégial qui a éclaté après presque un mois. Donc, on se rend compte qu'effectivement, une coalition qui regroupe un certain nombre de mouvements politiques, de la société civile, des églises protestantes, eh bien, ce n'est pas aussi facile de le faire fonctionner. Il va falloir avoir un cahier de charge, il va falloir établir un calendrier d'activité, il va falloir établir les modalités de fonctionnement. Tout cela ne se fait pas en une journée, à moins que bon, les États-Unis ou la communauté inter auraient décidé de nommer quelqu'un. Mais encore, l'expérience d'Ariel Henry nous indique que c'est une catastrophe annoncée. Donc, est-ce que
ce conseil présidentiel arrivera à fonctionner, ben ça, seul l'avenir nous le dira. Mais pour l'instant, à mon avis, euh, il y a une façon, je ne pense pas qu'il y aura au-delà, parce que d'une intervention limitée, qu'il y aura une intervention cette intervention, une intervention réelle Mhm. avec des milliers de soldats. Mhm. Vu le contexte de l'époque, ce n'est pas possible. On Donc, je va crois que revenir à la table. effectivement, Mhm. euh, on aura, on aura une, euh, on aura une décision à prendre. Mhm. Enfin, le conseil présidentiel aura une décision à prendre et on va voir quelle décision sera prise à cette. Oui. Et pour revenir à la coalition des organisations, à ce regroupement d'organisations de Montréal, Franz Voltaire, la perspective aujourd'hui, et les organisations l'ont souligné, il est important que le gouvernement canadien essaye de trouver une manière de juguler cette hémorragie de l'insécurité, cette hémorragie d'armes qui continue d'arriver parce que Oui, parce qu'il tout y a, est il bloqué, y a France. deux C'est-à-dire, manières les gens ne d'intervenir. peuvent pas voyager, les gens ne peuvent pas circuler, les avions ne volent pas et les armes continuent de rentrer, les munitions aussi. On a vu sur les réseaux sociaux toute la démonstration de force des principaux barons aujourd'hui dans les bas quartiers de Port-au-Prince. Quand on voit quelqu'un comme ISO, c'est une véritable armée. Ben, il y a une façon d'intervenir. Je dirais, c'est d'abord dans le port de Miami, Mm. c'est-à-dire le contrôle d'armement qui devrait sortir. Puisqu'on sait que 80% de l'armement utilisé et des munitions vient du port de Miami, c'est-à-dire à travers le circuit de la Géorgie, de l'Alabama, de Montana. Il faudrait d'abord, et c'est un des problèmes qu'on a avancé, c'est le Canada pourrait négocier avec les États-Unis une sorte de contrôle de l'approvisionnement en armes, ce qui assècherait l'approvisionnement en munitions, puisque Mm. dans ce cas précis, Haïti n'est pas dans la situation de l'Irak ou de la Libye, ou même de l'Afghanistan, où il y avait des millions d'armes dispersées dans le pays. Deuxièmement, c'est-à-dire il faut renforcer certaines unités de la police nationale en levant l'embargo qui pèse sur la fourniture d'armement à certaines unités. Euh, Leur donner des drones, des voitures blindées qui permettraient une plus grande efficacité, surtout à Port-au-Prince. Mais on peut toujours aussi appuyer ce qui se fait, je pense, dans le nord d'Haïti, je pense à d'autres régions, parce qu'on réduit tout à Port-au-Prince. Mais en fait, dans le nord, les bandes armées n'ont pas la même capacité d'intervention. Certainement, dans la vallée de l'Artibonite, il y a des bandes armées qui fonctionnent, mais au Cap haïtien, euh, dans la zone de Wanamé de Fort-Liberté, à Jacmel ou au Caille ou à Jérémie, il y a encore des possibilités, si l'on voulait, d'intervenir. Parce qu'il faut aussi penser aux problèmes humanitaires, c'est-à-dire 1 million de nos compatriotes suivant l'OMS vivent à la limite de la famine ou presque à la famine, et d'autres euh, sont encore près de 4 millions vivent en état d'insécurité alimentaire. Donc, le Canada doit commencer à réfléchir, mais pour cela, il faut que aujourd'hui, je dirais, le Canada change de paradigme. C'est-à-dire non pas de penser aux ONG, mais de penser de travailler en commun accord avec des organismes de la diaspora, mais surtout avec des organismes en Haïti. Quand on parle d'aide alimentaire, il faut d'abord privilégier, je dirais, les achats locaux. Donc, il y a toute une réflexion à faire dans ce contexte. Je comprends très bien que la question sécuritaire est une question d'urgence, surtout pour Port-au-Prince, la capitale du pays, mais il faut penser aussi que le pays ne se réduit pas à Port-au-Prince et qu'il faut trouver d'autres formules de fonctionnement.
Franz Alors, je te remercie parce que Franz Walter, c'est moi qui te remercie d'avoir pris ce temps pour échanger avec nous. À bientôt, Franz.